Nous allons reprendre avec la première table ronde de l'après-midi, donc qui va s'intituler « Ingrédients, une éternelle quête pour les maisons de parfum ». Alors, c'est tout à fait une table ronde, vous voyez, autour d'une paillasse rectangulaire. Voilà, et il nous manquait une chaise qui avait disparu, mais ça y est, nous avons réussi à... Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir ici Véronique Nyberg, Marine Magnier et Céline Perdriel, que je remercie toutes les trois d'avoir pris sur leur temps de travail pour venir aujourd'hui. Et donc Véronique est docteur en chimie et est aussi parfumeur. Elle tire son inspiration des jardins de sa grand-mère herboriste dans les Alpes de Haute-Provence, où elle a appris les secrets des plantes aromatiques. Cette immersion précoce dans le monde végétal a guidé ses choix vers la chimie pour explorer scientifiquement ses ressources naturelles, ce qui a culminé dans un doctorat. Et chez Mann, en tant que vice-présidente parfumeur et création en parfumerie fine, Véronique est aussi membre du comité scientifique, ce qui lui permet de partager sa passion pour l'innovation et la créativité. Inspirée par la nature et les arts, Véronique Nyberg veut aussi rester ancrée dans son respect pour la terre, que ce soit à travers le jardinage ou la sculpture. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, Marine Magnier, après l'obtention d'un DESS à l'ISIPCA, un DESS ISIPCA parfumerie en 1996, avec une alternance dans des laboratoires d'analyse de matières premières pour la parfumerie de Guerlain à Chartres, la maison de parfum Guerlain à Chartres. Marine a travaillé chez Guerlain pendant de longues années en tant que responsable de l'achat des matières premières parfumerie et responsable du contrôle olfactif de tous les produits, matières premières concentrées, semi-finis, produits finis, sur le site de l'usine d'Orphin. Entre octobre 2004 et début 2015, Marine a travaillé chez Capua, donc le producteur italien d'huiles essentielles d'agrumes, et spécialiste des notes citrus, et vous avez occupé simultanément plusieurs postes, d'abord comme responsable pour les achats des matières premières, et ensuite comme parfumeur matières premières, puis comme responsable commercial, Chine, Japon, Corée, Singapour, Inde, Espagne et France, tout en demeurant parfumeur des matières premières. Depuis 2015, vous êtes responsable commercial Europe pour Bontou, producteur de matières premières naturelles. Céline Perdriel a été connectée au monde olfactif dès son plus jeune âge. Son père l'a encouragée à chaque étape. Vous portez dans votre cœur les souvenirs olfactifs de votre enfance, là encore, passés dans le jardin familial. On voit que les jardins familiaux, ça compte beaucoup. Après avoir obtenu votre diplôme à l'ISIPCA, vous avez déménagé à Paris pour commencer une formation de parfumeur. Et en 2003, vous êtes devenu membre de l'équipe de parfumerie fine chez Givaudan Paris. Vous avez rejoint Création et Parfum en 2016, devenu SFA Neroli, et en 2020, vous avez rejoint la société Cosmo International Fragrances dans les bureaux parisiens, où vous travaillez pour l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, la PAC et l'Amérique latine. Alors, la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui, vous avez accepté de venir, c'est que vous souhaitiez parler de la façon dont les maisons de parfum sélectionnent les ingrédients, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Donc, ce que nous aimerions savoir, et ce qui est peu connu du grand public, en fait, c'est votre rôle au sein de chaque entreprise. Quel est votre rôle dans la sélection de ces ingrédients ? Véronique. Oui, je vais commencer. Donc, merci à tout le monde. Je suis ravie aujourd'hui de venir raconter mon histoire et vous expliquer comment mon implication au sein du comité scientifique chez Mann.
En fait, voilà, en tant que parfumeur, je siège dans ce comité et je suis la représentante de tous les parfumeurs pour le groupe et dans la sélection et surtout guider les scientifiques dans les nouvelles extractions, la sélection des nouvelles espèces, etc. Aussi sur les différentes extractions aujourd'hui envisagées au sein du groupe. Comment ça se passe pour vous dévoiler un peu de l'intérieur notre mécanisme de sélection? Tous les 2 mois, et c'était la semaine dernière, on se retrouve donc les chercheurs, moi en tant que parfumeur, et puis le comité de direction, et on repasse le déroulé de tous les projets scientifiques. Comme vous le savez, chez MAN aujourd'hui, on fait beaucoup de chimie fine, mais aussi d'extraction naturelle. On fait de la biotechnologie et donc il est très important tous les 2 mois de se poser, de voir l'avancée de tous nos projets en développement maison. Et on sent les matières premières à différents stades. Les matières premières issues du développement chimique. Alors vous imaginez, il y a une très grande, on va dire, on va sentir énormément de molécules, puis à la fin, ce qui va sortir sur le marché, finalement, il y a très peu de matières premières. On l'a vu aujourd'hui avec les différents intervenants. Il y a vraiment une sélection à faire. Il y a une sélection à faire effectivement sur le profil olfactif qui est très important pour nous créateurs. Il y a sur la puissance, sur la rémanence, sur le sourcing. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là sont très importants à prendre en compte. Et puis bien évidemment, on en revient toujours aux choses qui fâchent. Nous, les parfumeurs, on n'aimerait jamais parler de prix, mais bon, finalement, il y a aussi le prix qui guide notre choix et les choix décisifs d'innovation. Donc voilà, c'est vraiment... Et après, donc moi, je suis la porte d'entrée au sein de cette institution. Et ensuite, le rôle, c'est vraiment de faire sentir tous les parfumeurs au sein du groupe, qu'ils soient basés en Asie, aux Amériques ou en Europe. Et c'est l'ensemble des parfumeurs qui va donner son aval sur la mise au catalogue de nouveaux ingrédients et de nouvelles innovations au sein du groupe. Merci beaucoup, Véronique. Alors, Céline, est-ce que vous voulez nous présenter aussi un petit peu votre rôle dans la sélection de ces fameux ingrédients? Oui, c'est bon. Alors moi, je suis chez Cosmo International Fragrance. C'est une société d'une dimension beaucoup plus, on va dire, petite par rapport à MAN. Du coup, le rôle qu'on a va être assez différent. La petite particularité de Cosmo, c'est que le fondateur en fait de Cosmo, Marc Blaison, était parfumeur et parfumeur. Du coup, on va dire que le fonctionnement est axé sur vraiment le métier de parfumeur. On a cette chance d'avoir notre CEO et parfumeur. Donc, le choix et la sélection des matières premières chez nous on est assez privilégiés, je vais dire, parce que c'est au centre de tout ce qui va se passer. On a la chance aujourd'hui d'avoir une palette un peu comme dans toutes les grosses sociétés. Une palette, on va dire, classique avec des naturels, des ingrédients de synthèse. Et aussi, on a un département qui s'appelle Cosmo Ingrédients qui va nous permettre d'avoir nos propres ingrédients, d'aller sourcer nous-mêmes auprès de sociétés certains ingrédients. On a une petite palette, mais qui est quand même assez remarquable. Et ces ingrédients-là, on va choisir leurs origines, on va choisir leur mode de traitement, enfin leur mode d'extraction, on va dire. Et donc ça, c'est vraiment véhiculé par les parfumeurs. Comment ça se passe? Alors nous, c'est une société presque familiale, dans le sens où c'est tout petit. On est 15 parfumeurs. 15 parfumeurs un peu répartis partout dans le monde, enfin États-Unis, Espagne, France. Et on va se réunir en visioconférence toutes les semaines. On s'envoie les échantillons. Et on sent ensemble, une fois par semaine, c'est régulier, et on va se donner nos commentaires en direct, ou alors, s'il y en a trop, on prépare ces réunions, et on se débriefe tous ensemble. Alors,
on n'a peut-être pas le même mode de fonctionnement, mais au final, il faut que ça nous plaise. Il faut que chacun puisse se projeter en formulation, puisse pouvoir l'utiliser. Le prix, c'est important, mais on va dire la puissance aussi va l'être. On va vraiment avoir le même style de critères, mais on va dire qu'il y a une dimension aujourd'hui qui est très très importante, c'est l'origine de la matière, la façon dont elle va être récoltée, le sourcing, vraiment. Et ça, on va dire que chez Cosmo, on y fait très attention. On a vraiment cette rigueur, on ne veut pas aller sourcer quelque chose qui ne pourra pas convenir à nos clients derrière. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe en général. Merci. Oui, on va revenir sur les contraintes bien spécifiques. Il y en a. De plus en plus nombreuses. Et vous, Marine? Alors, moi, j'ai un rôle différent parce que je m'occupe donc de promouvoir des matières premières. Je travaille pour une maison qui fabrique, donc qui produit des matières premières naturelles. Et notre rôle, c'est d'être le lien entre l'agriculteur, donc la personne qui va produire la matière première brute au sens noble du terme, et les utilisateurs. Donc ça peut être des parfumeurs, ça peut être des aromaticiens, des aromathérapeutes. Et c'est important de communiquer avec chacun pour comprendre les problématiques de chacun et pour pouvoir fournir une matière première qui va être sécurisée, parce que forcément quand on va proposer à des parfumeurs ou des aromaticiens, ça va être pour durer dans le temps. Donc il va falloir travailler sur la filière, on va en parler après. Il faut travailler avec les gens du terrain, donc comprendre les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques, et aussi après calibrer cette matière première. Parce qu'on va voir que souvent, en fait, il ne suffit pas de distiller ou d'extraire la matière première comme ça, il faut un peu la dompter, parce qu'autrement elle ne serait pas utilisable par des parfumeurs ou des aromaticiens. Et donc il faut aussi comprendre leurs besoins spécifiques pour pouvoir créer la matière première dont ils ont réellement besoin et qu'ils peuvent utiliser immédiatement. Merci beaucoup. Donc oui, on va revenir sur ces contraintes qui vous poussent à trouver de nouveaux ingrédients. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous parler du lien avec les ingrédients du passé? En quoi les ingrédients du passé ont une importance au sein de chacune de vos structures? Alors, c'est vrai que le passé, c'est quelque chose qui nous inspire. On l'a vu ce matin encore, toute la matinée, même cet après-midi. C'est vrai qu'en tant que parfumeur, on revient sur des parfums du passé et on se dit waouh, on a l'effet waouh, on a le coup de cœur, parce qu'on espère qu'aujourd'hui, le consommateur aura sur nos propres créations. Nous, on l'a aussi sur les parfums du passé. On a envie de comprendre. Et l'ingrédient aujourd'hui est clé, on l'a discuté toute la matinée, mais c'est vrai que l'ingrédient du passé, on connaît des fois, et la plupart du temps, en tout cas ceux qui sont à notre palette, on connaît déjà le numéro CAS. Donc c'est vrai que cet ingrédient-là, soit on applique de l'innovation dessus, donc on peut imaginer... par exemple, je vais vous donner un exemple. Chez Man, on parlait ce matin de la fleur de lavande. Bon, voilà, on a fait une extraction de fleurs de lavande avec une technologie de jungle essence chez Man qu'on appelle du CO2 supercritique. Et donc, on prend uniquement les inflorescences et on en fait une extraction. Voilà. Donc, de quelque chose du passé, d'un ingrédient du passé, aujourd'hui, on va le moderniser. L'exemple aujourd'hui que je voulais vous montrer, c'est par exemple l'ambre gris. On en a beaucoup discuté aussi dans les conférences précédentes. L'ambre gris est un ingrédient qu'on a tous, dans la mémoire des parfums du passé. C'est un ingrédient issu des animaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer produire de l'ambre gris, et c'est sa rareté qui fait son prix, c'est sa rareté aussi qui fait sa limitation, et pas que, parce qu'aujourd'hui, le cahier des charges de certains de nos clients nous empêche d'utiliser des ingrédients issus des animaux.
alors notre ambre gris a disparu de la palette du parfumeur et il a fallu, en tant que chimiste, en tant que nouvelle molécule sur laquelle on travaille, chercher à éliminer cette contrainte et à créer un nouvel ingrédient. Donc chez MAN, on a créé l'Orcanox. Donc l'Orcanox, c'est un ingrédient où vous connaissez peut-être aussi, et il est l'équivalent de l'ambroxan. C'est pareil, chez MAN, l'Orcanox est issu de notre filière de la sauge clarée. Donc c'est un ingrédient qu'on appelle upcyclé, parce que le précurseur de notre Orcanox est le sclaréol, qui est en fait un déchet de l'huile essentielle de sauge. Et à partir de ce sclaréol, on va appliquer de la biotechnologie. Donc il y a une partie, en tout cas, de chimie naturelle. Et ensuite, la dernière étape est une étape de synthèse où vous obtenez l'Orcanox. Et donc, vous allez avoir les mouillettes qui vont défiler. Vous avez l'ambre gris et l'Orcanox. Aujourd'hui, on se dit que l'Orcanox, c'est un peu la modernisation de notre ambre gris. En tout cas, ça peut remplacer dans nos parfums l'ambre gris en tant que fixateur. Il y a ce côté musqué, il y a ce côté animal, il y a quelque chose d'ultra sensuel et presque sexuel dans ce qu'on venait chercher dans l'ambre gris. C'est une note de fond, qui se révèle à travers le temps. Vous pourrez garder les mouillettes et vous verrez, j'ai fait des dilutions très faibles parce que je trouve que l'ingrédient, on arrive à mieux avoir ses facettes quand il est très peu dosé sur la mouillette. Donc là, vous pourrez vraiment voir les différentes facettes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Orcanox tend à remplacer l'ambre gris. Alors bien sûr, on en discutait ce matin avec Stéphane, c'est vrai que l'ambre gris, il peut être toujours utilisé. On l'utilise toujours sur certains marchés, mais bien évidemment pas sur les grands lancements parce que la rareté du produit. Merci Véronique. Oui, donc c'est très intéressant de voir comment un ingrédient du passé a été transformé par les parfumeurs modernes, par les producteurs modernes aussi, par de nouvelles technologies pour créer quelque chose qui va se rapprocher de l'ingrédient, mais correspondre aux normes actuelles, Aujourd'hui, c'est clé parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les restrictions qui sont sanitaires, les restrictions réglementaires nous poussent en tant que parfumeurs, société de parfum, à remplacer les matières premières du passé et de trouver des équivalents qui puissent nous permettre de continuer à créer des facettes qui finalement ont tendance à disparaître au fur et à mesure. Par exemple, il y a l'amendement 51, oui. dont on entend beaucoup parler, oui, et qui va, comme l'a montré également Olivier tout à l'heure, qui est très actuel et qui va faire diminuer encore beaucoup de la mal palette. Mais ça va être un nouveau challenge pour tous les parfumeurs. Ce dont j'allais parler, parce qu'effectivement, il y a toute cette facette un peu végane, qui nous empêche d'utiliser donc les matières premières d'origine animale. Moi, j'ai commencé, je suis rentrée en parfumerie en 2000. À ce moment-là, il y avait encore tout plein de molécules. Là, je parle de synthèse. On va parler les plus incriminés ces derniers temps, le Lial et le Liral. Ça, il y en avait dans toutes les formules. C'était vraiment, c'était un ingrédient qu'il y avait partout. Et moi, mon apprentissage, il a été surtout de remplacer. Il y a eu aussi le géranyl-nitrile. Ça, il fallait le remplacer. C'est les premiers travaux que j'ai eu à faire en tant qu'élève parfumeur. Il fallait trouver des substituts. Et alors, le passé de la parfumerie, pour moi, ces ingrédients-là, ils font complètement partie du passé. Malheureusement, je n'ai pas trop pu vraiment créer des fragrances avec ces ingrédients, mais j'ai dû les substituer. Donc ça, c'est un challenge. Alors là, l'IFRA nous aide à trouver de nouveaux challenges à peu près tous les 2 ans. Donc là, les prochains vont être très, très intéressants. Et donc, on va à nouveau voir des choses. C'est pour aussi la sécurité, on l'entend et on le comprend et on accepte aussi ces contraintes-là. Mais c'est vrai que ça, c'est une chose qui fait partie de notre passé, des ingrédients aussi de synthèse.
de synthèse qui sont amenés à disparaître. Après, le passé, pour moi, les ingrédients passés, c'est toute la mémoire olfactive qu'on peut avoir, notre patrimoine olfactif de chacun. Je veux dire, pas que les parfumeurs, et ça joue énormément. Moi, je voulais vous parler d'une matière première qui s'appelle... plus tard. On va peut-être parler d'abord de la lavande, parce que le lien avec le passé est très important, avant de parler justement de nouvelles technologies au service de tous ces ingrédients. Mais Marine voulait nous parler de la lavande, et je pense que ça fera une très bonne transition entre vos deux présentations. Alors, 2-3 mots. On va sentir une lavande haute altitude, donc au-dessus de 1300 mètres. C'est là où vous trouvez les plus belles lavandes. C'est une lavande française. Et ce qu'on vous présente est un mélange, en fait. Donc, c'est une lavande de population. Donc, il y a autant d'individus. Donc, ça fait un champ très disparate. Ça ne fait pas les belles photos. Ça fait quand même des belles photos, mais ça ne fait pas les belles photos de carte postale où vous voyez les Chinois en robe de mariée au milieu des champs. Mais ça fait un très beau produit utilisé en parfumerie. Et cette lavande, c'est aussi l'occasion de vous parler du fonds de dotation de sauvegarde du patrimoine des lavandes et lavandins en Provence. C'est important de s'impliquer et de faire que ces champs de lavande perdurent. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux climatiques et environnementaux, et donc ce fonds de dotation permet de mettre en pratique et d'instaurer des programmes de recherche pour essayer de sauvegarder ces cultures, pour essayer d'améliorer les pratiques aussi de récolte. Ça permet aussi, parce que quand vous récoltez de la lavande, en fait, dans ces régions, il y a beaucoup d'abeilles, et donc il faut protéger les abeilles, et donc il faut trouver des nouvelles machines qui, quand elles vont récolter, en fait, vous mettez devant la machine des chasses-abeilles, donc comme ça, vous dites aux abeilles de partir avant qu'on coupe la fleur au lieu de tuer ces abeilles. Et pour arriver à trouver à chaque fois des nouvelles techniques ou des nouvelles méthodes, ou pour améliorer la production quand on distille, pour diminuer l'empreinte carbone ou diminuer les consommations d'énergie, il faut faire des recherches. Et la recherche, ça ne vit pas d'eau fraîche, il faut des fonds. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces programmes et ce fonds de dotation. Donc voilà, je vous invite à aller regarder sur le site, à vous intéresser et à en parler autour de vous, parce que c'est vraiment important de penser à ce patrimoine. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, désolée, oui. Les facteurs sont différents. C'est pas pareil pour... Il n'y a pas de comparaison possible. Pour ces précisions importantes. Et oui, ce que nous trouvions intéressant dans l'exemple de la lavande, c'est que c'est typiquement un ingrédient qui existe depuis le Moyen-Âge dans la parfumerie, et qui, pour autant, doit être préservé, doit être protégé. Quand on parlait des ingrédients, des matières à soigner, on parlait du sens des matières qui servaient à soigner, mais on pense aussi en termes de matières dont il faut que nous prenions soin. Absolument. Et c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on peut, avec des nouveaux modes d'extraction, des nouveaux modes de distillation ou des extractions différentes, d'avoir des facettes différentes et de faire redécouvrir cet ingrédient ou de lui donner d'autres possibilités. Et après, c'est aussi au parfumeur de lui redonner vie dans le futur. Mais c'est vrai que toutes ces innovations qu'on apporte à la matière première, qui était une matière première du passé, finalement, elle apporte des facettes innovantes et qui donneront des parfums qui, on voit dans l'évolution de l'histoire de la parfumerie. On en discutait encore ce matin sur par exemple, le fruit défendu, quand on disait il est peut-être arrivé trop tôt avec le maltol. Aujourd'hui, on a beaucoup de maltol. Ben, c'est vrai qu'on voit une évolution de la parfumerie qui le réglementaire, mais aussi les nouvelles tendances, les nouvelles extractions. Et c'est vrai que l'ingrédient doit être protégé. Et nous, parfumeurs, on doit vraiment
porter attention, et aussi quand on parle de RSE, de soutien de ces filières, et pas uniquement en mettre des toutes petites quantités pour la belle histoire, mais effectivement en mettre une quantité qui puisse effectivement soutenir les filières, soutenir les populations et préserver notre patrimoine botanique et notre patrimoine olfactif. Oui, ça c'est quelque chose qui est important pour vos entreprises, toutes les trois. Elles sont très attachées à la dimension RSE. Et peut-être que vous pouvez nous donner juste un exemple rapide, et puis on va s'arrêter sur votre exemple, Céline, aussi. Sur le maté. Oui. Oui, moi j'avais prévu d'apporter, on a mis au point un mode d'extraction qui s'appelle Craftivity, donc c'est un maté Craftivity. Oui. Donc là, je vous l'ai dit, c'est un peu en pur, mais comme c'est sur support, c'est plus dilué que si c'était en pur. Et là, la dimension RSE, on est allé sourcer un maté au Brésil auprès de communautés. Donc c'est le même maté, c'est le yerba maté qui sert à faire des infusions. Donc il y a toute la dimension un peu historique, parce que c'est une boisson que les Brésiliens consomment pour leurs vertus énergisantes. Et aussi, ils font des cataplasmes, ils font tout plein de choses avec. Et nous, on a décidé de faire une extraction. Donc, c'est assez différent du maté, de l'absolu maté qu'on peut connaître. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée au Brésil, mais cette matière, en la sentant, ça réveille en moi tout plein de choses. Et ça me fait vraiment penser au séchoir à tabac qu'on peut trouver dans le sud-ouest, et la matière, ça me fait vraiment penser à cette odeur de feuilles séchées de tabac. Donc moi, je me la suis appropriée et j'en fais des créations autour de mon ressenti et de mon patrimoine olfactif, on va dire. Mais le maté Craftivity aujourd'hui, il a été sourcé pour aussi perdurer une filière et faire découvrir en parfumerie cette filière. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'autre ingrédient alors? Oui. Et alors, le second ingrédient, c'est un ingrédient qui vient du Pérou, c'est la Myrtle inca. Donc ça, c'est une espèce endémique du Pérou. C'est un arbuste, et là, Cosmo a fait un partenariat avec une communauté de femmes quechua. Et dans le partenariat, au début, les quantités étaient toutes petites. Donc là, on nous a dit au début, bon, on vous a trouvé un nouvel ingrédient. Donc c'est une huile essentielle, vous allez la sentir, c'est assez aromatique, il y a un petit côté fumé, enfin bon, je trouve ça assez rafraîchissant, c'est assez particulier même dans une compo, il y a un effet assez épicé bien sûr. Et au début on nous a dit, bon bah voilà, on a fait un partenariat avec les femmes quechua, on va les aider, on va construire un séchoir, on va les équiper, on va leur trouver on va les aider à vivre, parce que c'était vraiment l'idée de faire vivre la communauté. Et puis, au sein de l'équipe des parfumeurs, on a beaucoup aimé, et rapidement, on a réussi à encore plus aider ces femmes quechua et à augmenter la production. Donc, quelque chose qui au début était très limité, on ne pouvait vraiment pas en faire beaucoup. Voilà, l'histoire, elle a pris, en tous les cas, nous, elle nous a plu. Et aujourd'hui, on utilise cette matière première de façon un peu plus normale. On peut se permettre de le mettre dans un vrai projet avec une idée potentielle. Parce que quand on parlait de sourcing, je pense qu'on fait vraiment attention à ça. C'est super, les belles histoires. C'est vraiment très intéressant. On va dire, le client, il est très intéressé, mais derrière, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, et que ce soit épuiser une filière ou même trouver les bonnes quantités, quoi. C'est assez important. Et je crois que Marine, c'est un sujet aussi qui vous tient beaucoup à cœur, et vous vouliez aussi montrer que il y a le consommateur, la personne qui sent au bout de la chaîne, mais il y a aussi les parfumeurs qui ne comprennent pas toujours bien quelles sont les contraintes sur les filières. Oui, alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat en fait. Voilà, j'ai trouvé l'amphithéâtre, j'y vais. On est d'accord ?
Non, non. En fait, quand vous êtes producteur de matières premières, et on vous demande toujours, mais c'est quoi la nouveauté? Alors, évidemment, on comprend que vous ayez tous envie de nouveauté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'avoir une nouveauté, avant de pouvoir la mettre sur le marché, pour pouvoir nous, vous la fournir, eh ben, des fois, pendant 10 ans, on va acheter la récolte, des récoltes, donc chaque année des récoltes, s'il y en a une ou plusieurs, on va acheter les récoltes pour sécuriser, pour vérifier qu'olfactivement ou au niveau de la sécurité, pour monter tout un dossier. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Donc vous comprendrez bien qu'il ne peut pas y avoir des nouveautés tous les 6 mois, qu'on n'est pas des magiciens, et que surtout, il faut aider les gens. Parce qu'on ne peut pas leur vendre du rêve aux agriculteurs en leur demandant de planter, en leur demandant de prendre soin, en leur demandant de ne pas user de pesticides, de ne pas user ci, de ne pas user ça. Ce qu'il faut, c'est les aider. Et puis, nous, une fois qu'on a 10 ans de stock sur les bras, bah, va falloir le vendre. Et là, on nous dit, ah ouais, mais non, en fait, ça ne va pas olfactivement, ton truc, il n'est pas super. Oui, mais c'est nouveau. Ah d'accord, mais alors là, alors nous, voilà, donc, on aimerait bien un peu plus de réalité. Il faut comprendre ce que ça veut dire en termes en amont. Et notre but à nous, c'est justement de vous fournir des choses très calibrées. Et donc il faut faire aussi confiance aux maisons de matières premières. Parce que, voilà, moi j'adore les parfumeurs, j'ai travaillé avec des parfumeurs formidables, mais des fois ils demandent des choses un petit peu folles. Alors on veut bien un petit peu de folie, mais on est aussi dans une réalité économique. Donc de temps en temps, faites confiance aux maisons, aux créateurs, juste de la matière première. Tous les jours, il faudrait des nouveautés parce qu'on nous en demande tous les jours. Donc, non, je plaisante. C'est vrai ce que dit Marine, parce que moi, j'ai parlé des ingrédients qu'on est allé sourcer, nous, chez Cosmo, mais on utilise aussi énormément de matières qu'on va aller chercher chez des producteurs directement. Mais voilà, il faut juste se dire qu'il y a tout un marché. Et aujourd'hui, la seule grosse difficulté sur les naturels que je peux voir, c'est tu parlais de la qualité. D'une année sur l'autre, ces derniers temps, on a vu énormément de conséquences vis-à-vis de la sécheresse. Même les compositions des agrumes ont énormément été perturbées sur les 3 dernières années, parce que grosse sécheresse en Italie, donc les constituants varient énormément. Et là, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, nous non plus, mais il faut qu'on s'adapte. Et là, le client, lui, il écoute, mais beaucoup moins. Il est beaucoup moins tolérant. Il faut que sa qualité soit stable. Donc il y a des clients qui sont prêts à écouter que le naturel va varier, va vivre, voilà, mais d'autres clients qui ne l'écouteront pas forcément, qui n'auront pas envie de ça. Il peut y avoir aussi également des aspects politiques. On a parlé de Haïti qui... Complètement. Et les prix, voilà, là on est à l'aube d'une flambée de prix du patchouli en Indonésie, et du coup on sait que le patchouli va se faire rare dans les prochains mois, on le sait tous. On attend un petit peu, on sait que ça arrive, mais c'est pas politique, là c'était vraiment la sécheresse. Politiquement, Haïti, moi je dirais que ça a été aussi climatiquement parlant, Haïti ça a été beaucoup plus compliqué à cause du climat. Et on a des conséquences. Le vétiver avait été... voilà, il y a plein de matières premières qui, oui, effectivement, à notre palette varient olfactivement, mais aussi en coût, en rareté. Et c'est vrai que toutes les maisons de parfums doivent s'adapter, on doit trouver différents acteurs pour nous fournir. Mais c'est une réalité, hein. C'est vraiment en 2018, bon, j'étais pas dans la même société, mais en 2018, on a vécu une crise qui portait essentiellement sur la synthèse, hein, pas vraiment sur les naturels, mais on a eu de très gros problèmes suite à un incendie en Allemagne sur une grosse usine, et puis en Chine, d'un coup, ils ont fermé toutes les usines, le gouvernement a tout fermé. Nous, on s'est retrouvés en Europe et même aux États-Unis avec des ruptures totales sur des matières premières très, très, très communément utilisées, et on nous a demandé, à nous parfumeurs, de trouver des solutions, de chercher. On était là, c'est notre travail, on est là pour pallier à tout ça, mais
ça, c'est aussi le métier de tous les jours de parfumeur, en tous les cas, c'est de trouver des solutions parce que rien n'est constant, en fait. Que ce soit même dans la synthèse ou dans les naturels, on doit beaucoup s'adapter. Et je dirais plus encore, moi je le ressens beaucoup plus là dans des petites sociétés que lorsque je travaillais chez Givaudan où là, alors là le parfumeur il est presque dans une tour dorée, il ne voit pas du tout tout ça. Enfin, moi en tous les cas je l'ai ressenti comme ça. Faire rentrer une matière première c'était plus que compliqué. Là aujourd'hui si j'ai envie de travailler avec une matière première un peu nouvelle, je vais me battre un petit peu en interne pour la faire accepter, mais ça sera possible. Et voilà, il y a plusieurs dimensions en tous les cas dans les sociétés. Mais ce qu'on comprend à travers ce que vous dites chacune, c'est qu'il est important, vous pensez à la fois pour les parfumeurs et pour le public, de connaître cette chaîne. La chaîne qui mène de la production, qu'elle soit synthétique ou naturelle, à l'orgue du parfumeur en fait. Ah oui, complètement. Oui. Moi, j'ai commencé dans une toute petite société française, Sinarom, où on faisait de la synthèse. J'ai énormément appris avec cette expérience-là. Et en fait, même une fusion entre deux sociétés où on doit fusionner les Cardex, enfin les catalogues de matières premières, on apprend énormément parce qu'on va sentir de multiples qualités, on va comprendre les différences des origines et puis pourquoi on va choisir cette qualité. Alors, il y aura une disponibilité, il y aura un prix, il y aura la réglementation, tout ça, ça va jouer énormément. Et ça, c'est notre quotidien. Mais c'est vrai que toutes les sociétés aussi, il y a une histoire d'inventaire. On ne peut pas mettre à la palette, quelle que soit la taille de la société, on ne peut pas s'imaginer faire rentrer tous les ingrédients parce que nous, parfumeurs, on aimerait bien avoir plein. On est souvent très excités par quelque chose qui on sent et puis on est parti, on a envie de travailler avec, sauf que non, c'est pas possible. On doit toujours... Pour faire rentrer un ingrédient, il faut comprendre qu'on doit comparer aux ingrédients qui existent déjà dans notre catalogue de parfumeurs. Donc il y a un premier screening qui va se faire au niveau de comparaison de qualité. Et puis après, bien évidemment, rentre en compte tous les ingrédients qui sont au catalogue. Aujourd'hui, chaque parfumeur a ses ingrédients préférés, ses petits chouchous. Les sociétés ont des immenses catalogues, mais on est aussi dans un souci de restreindre ces catalogues pour prendre les meilleures qualités, les qualités les plus performantes, les plus qualitatives, et de chercher en fait ce qui va être capable de nous différencier les uns les autres. Et moi j'aimerais juste ajouter, il y a aussi une notion, on ne l'a pas trop abordée, mais chaque matière première a une durée de vie assez limitée, suivant déjà la classe chimique, suivant la... Voilà, et en fait ça joue énormément quand tu parlais d'inventaire. Nous chez Cosmo on a à peu près un peu plus de 1200 matières sur la palette. Il faut comprendre que dans nos usines, donc on a 3 usines aujourd'hui, une aux États-Unis, une à Espagne, une à Singapour, il faut que dans ces 3 usines, on ait les 1200 matières disponibles pour fabriquer les compositions qu'on va vendre et proposer à nos clients. Donc ça veut dire que c'est du stock à gérer, c'est un contrôle qualité permanent et une immobilisation quelque part financière qui est très importante. Donc pourquoi on ne veut pas rajouter tout le temps de nouvelles matières? Parce que il faut prendre en compte toute cette dimension. Donc vous diriez que en fait ce qui est important c'est l'éducation du consommateur, l'éducation du parfumeur et aussi Marine, vous disiez que on peut créer du nouveau, mais pas seulement avec des choses nouvelles. Ça, c'est une notion qui est importante aussi. Oui, parce que je pense que justement, c'est à vous, créateurs, de réussir à faire avec des matières premières qui existent depuis extrêmement longtemps, des nouveautés, en fait. Je veux dire, c'est un peu... tout bêtement comme un peintre ou comme un musicien, je veux dire, il a une gamme très réduite et en fait, il arrive toujours à faire de la nouveauté. Donc, au lieu de demander en amont, malheureusement, je vais plus vous pousser dans votre créativité. À vous. Je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que
de la création. C'est simple. Non, voilà, c'est pas simple. Je pense que la créativité, ça demande aussi beaucoup de temps. Ça, c'est aussi quelque chose dans l'industrie, on nous donne pas tout le temps. Mais voilà, il faut se l'accorder, il faut trouver ce temps-là, mais c'est important pour créer de nouveaux accords. Voilà. Dans la salle, on a des personnes assez fortes pour ça. Et c'est important d'avoir du temps pour pouvoir créer. Assez experte dans le domaine. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que ce serait? Ingrédient, une éternelle quête pour les maisons de parfum. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, Véronique? Forcément, l'ingrédient, c'est ce qui nous fait rêver. C'est l'ingrédient, c'est le départ, et c'est souvent de lui qu'on démarre une nouvelle création. Donc oui, l'ingrédient est très important et nous fait tous rêver, en tout cas parfumeurs. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi que finalement chaque matière est vivante? Ah oui, chaque matière est vivante puisqu'elle évolue, on l'a vu, on le disait, elle évolue à travers le temps, elle a des facettes tellement différentes que oui, elle est vivante cette matière. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci d'être venus. Merci.